Les trajectoires actuelles de consommation énergétique et d'atteinte à l'environnement nous indiquent que les mesures prises jusqu'à maintenant par les pays de notre planète n'ont pas eu de réels impacts sur le relâchement de carbone dans l'atmosphère et la dégradation de la biodiversité. Comme nous l'avons vu dans le cours, le technosolutionnisme ou la croissance verte ne permettront pas, à eux seuls en tout cas, à freiner nos atteintes environnementales puisque ces modèles ne visent pas à diminuer la consommation et donc entraînent une exploitation croissante des ressources. Pour répondre aux enjeux environnementaux, il semblerait donc logique de privilégier des solutions visant à diminuer nos appétits énergivores. Détaillons ce concept avec Timothée Paric, chercheur en économie écologique à l'Université de Lausanne. La décroissance, c'est trois choses à la fois. Une théorie critique, une stratégie de transition et un projet de société. Premièrement, une théorie critique. Et d'ailleurs, on l'entend dans le nom, décroissance. Une critique de la croissance économique, pas seulement de la croissance économique en elle-même, mais une critique du rôle joué par la croissance économique dans nos sociétés modernes. On a tous entendu parler du produit intérieur brut, le PIB. Et les gouvernements, aujourd'hui, font des politiques de croissance justement en vue de maximiser ce produit intérieur brut. Depuis les années 70, où on a vu émerger ce qu'on appelle l'objection de croissance, avec par exemple le rapport Limite à la croissance de 1972, certains chercheurs sont venus problématiser cette poursuite de la croissance en disant que pas de croissance infinie dans un monde fini, si on continue de produire toujours plus, on va extraire de plus en plus, on va émettre de plus en plus, et au bout d'un moment, ça va créer des dégradations écosystémiques. Donc ça, on appelle ça une objection écologique à la croissance. On peut y ajouter aussi des objections sociales. Certains chercheurs nous expliquent qu'une économie avec un haut PIB n'a peut-être pas besoin de continuer à vouloir augmenter la taille de son économie. En effet, on peut comprendre que la croissance économique soit une phase nécessaire dans le développement d'un pays. Au bout d'un moment, on est à un stade de pauvreté, il va falloir produire et consommer plus de choses pour pouvoir sortir de la pauvreté, mais cette vision du développement économique basé sur une définition quantitative et monétaire du progrès est peut-être désuète dans des pays qui pourraient se permettre de se concentrer sur une vision plutôt qualitative et non monétaire du développement. Deuxième aspect, quand on entend décroissance, et c'est la décroissance à proprement parler, on voit aussi le ralentissement d'une économie. Alors moi je la définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. C'est une longue définition en 5 points. Le premier point, c'est la réduction de la production et de la consommation. Donc ça, c'est une contraction économique. Souvent, on parle de récession. C'est juste tout simplement une économie pendant une période qui va produire et consommer moins. Ça ne veut pas dire que cette économie, toutes les entreprises vont faire faillite, toutes les entreprises vont moins consommer, tous les ménages vont voir leur pouvoir d'achat se réduire. Ça veut simplement dire que quand on va faire la somme totale de toutes les choses qui sont produites et consommées, eh ben, le volume total des choses que l'on va produire et consommer sera moindre après la transition. Et on peut s'y attendre. Quand on fait une transition écologique qui va nous demander par exemple de prendre moins la voiture, de moins prendre l'avion, de cesser de consommer des biens à haute teneur en carbone, de manger moins de viande par exemple, eh ben on pourrait s'attendre à la fin de la transition que le volume total des choses que nous produisons et consommions soit plus bas. Réduction de la production et de la consommation, oui, mais avec un objectif particulier, celui d'alléger l'empreinte écologique. Les économies à haut revenu ont une empreinte écologique supérieure à leur biocapacité. On appelle ça la surchauffe écologique. Le problème, c'est que ces économies n'arrivent pas à réduire leur empreinte pour la ramener en équilibre avec les écosystèmes. Et donc la décroissance s'annonce comme une sorte de grand régime macroéconomique basé sur une sobriété radicale, c'est-à-dire une déconsommation pour les consommateurs et un renoncement productif pour les producteurs. En sélectionnant les biens et les services qui alourdissent le plus l'empreinte écologique, on peut venir faire baisser l'empreinte totale d'une économie beaucoup plus rapidement qu'avec des stratégies de croissance verte qui se concentreraient sur le changement de composition de l'économie ou sur les technologies utilisées pour les produire. Troisième aspect, réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique planifiée démocratiquement. Là, ça nous permet de faire la différence entre la récession et la décroissance, qui appartiennent toutes les deux à la grande famille des contractions économiques. Moi, j'aime bien comparer la récession à une amputation et la décroissance à un régime. En termes de PIB, les deux nous font perdre des points de PIB,
Mais ce n'est pas du tout la même ambiance. La récession, elle est exogène, elle arrive de l'extérieur, elle est imposée à l'économie, c'est un accident d'une économie de croissance qui n'arrive plus à croître. La décroissance, c'est un trajet auto-organisé, une économie qui va décider de rentrer en transition écologique avec des politiques de sobriété et de renoncement productif. Dans un esprit de justice sociale, le quatrième point, là c'est important pour nous permettre de différencier les pays riches qui vont devoir mettre en place des stratégies de décroissance et les pays plus pauvres qui, eux, ne peuvent pas se permettre de décroître. Les deux stratégies ici se connectent, c'est-à-dire qu'avec un budget biophysique limité à l'échelle du globe, par exemple un budget carbone, la décroissance dans les pays riches va libérer des ressources naturelles disponibles pour la croissance verte, ou disons plutôt le développement durable des pays du Sud. Dernier aspect de cette deuxième connotation du concept de décroissance, donc un ralentissement économique dans le souci du bien-être. Ça veut tout simplement dire que bien sûr, quand on vient choisir de produire et consommer moins, on ne va pas consommer avec les biens et services les plus essentiels. Si on veut faire baisser la consommation d'énergie, par exemple, dans un pays, on ne commence pas par fermer les hôpitaux. On comprend bien pourquoi. Et donc, dans la littérature sur la décroissance, il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle les empreintes bien-être de différents biens et services, liés bien sûr à l'usage de ceux qui en ont accès, pour essayer de se poser la question comment est-ce qu'on arrive à effectuer ce grand régime macroéconomique, mais sans détériorer la qualité de vie. On passe maintenant à la troisième connotation, la décroissance comme projet de société, ou ce qu'on pourrait appeler la post-croissance. Alors là, on se projette dans le futur, c'est-à-dire à la fin de cette transition écologique, sur l'atterrissage, on pourrait dire. Une économie qui viendrait atterrir dans un état stationnaire. L'état stationnaire, c'est justement, quand on regarde le métabolisme biophysique d'une économie, cette situation où l'empreinte écologique est à peu près égale à la biocapacité. On pourrait appeler ça le développement durable, ou la durabilité, ou la soutenabilité, ou l'harmonie avec les écosystèmes. Et le but du jeu, donc dans la post-croissance, et c'est dans cette littérature, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on pourrait réagencer l'économie pour nous permettre de prospérer sans croissance, c'est-à-dire de conserver cet équilibre stationnaire tout en permettant à une économie de produire toutes les choses dont une population peut avoir besoin. Un des exemples d'une question qu'on pourrait se poser dans l'économie de la post-croissance, c'est comment organiser les entreprises. Dans une économie de croissance, on a souvent des entreprises commerciales à but lucratif qui maximisent non pas le PIB, mais leur profit. Mais ça crée quand même une impératif de croissance. Donc on se pose la question, comment arriver à organiser des entreprises sans cet impératif de croissance? L'une des solutions, peut-être, serait d'avoir des entités légales à but non lucratif, justement pour que les entreprises puissent continuer de faire ce qu'une entreprise doit faire, mais sans la pression de devoir avoir un retour financier positif sur investissement à court terme. Récapitulons. La décroissance, c'est trois choses: une théorie critique, une stratégie de transition et un projet de société.